Donc avant de commencer, on va passer le mot de bienvenue au président du MAPROM, en l'occurrence Niang Souleymane. Bonjour tout le monde. Chère assistance, je voudrais d'abord, au nom du mouvement autonome pour le progrès, vous exprimer nos sincères salutations et nos profonds remerciements. Nous remercions le public de s'être déplacé en ce samedi, jour traditionnellement réservé à des activités plus festives, pour assister à cette conférence. Nous remercions également les conférenciers que notre modérateur présentera plus tard pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Le MOP, dans sa volonté de contribuer à la compréhension et à la résolution du problème épineux qu'est l'identité, a fait appel à des universitaires et spécialistes pour nous permettre de mieux en saisir les contours et la profondeur. On le sait, il s'agit d'un sujet très sensible et trop souvent abordé à partir des considérations politiques et idéologiques. Comme vous le savez, la Mauritanie, depuis des décennies, voit cette problématique identitaire se cristalliser, creusant un fossé entre les populations mauritaniennes, et ce, sans que les pouvoirs publics ne daignent sérieusement la prendre en charge. Ou lorsqu'ils le font, c'est seulement pour diviser. Tout le monde se rappellera ici des propos dévastateurs qui furent ceux des responsables politiques de premier plan sur la place des langues nationales en Mauritanie. S'il n'est pas besoin de rappeler leurs propos, disons simplement que ceux-ci témoignaient d'une grande inculture. Aujourd'hui, la Mauritanie a besoin de résoudre ce qu'il faut bien appeler le problème identitaire, et nous entretenons l'espoir qu'avec la participation de toutes les organisations de la société civile et politique de l'intérieur et de la diaspora, mais également celle des intellectuels, nous viendrons à bout de cet épineux problème et qu'enfin une nation arc-en-ciel, en ciel, tournée vers le développement et l'unité jaillira. Le mouvement autonome pour le progrès espère que cette conférence permettra d'aller au-delà des grands discours. Pour sortir de ce problème, il faudra un véritable engagement de toutes les volontés individuelles et collectives, des partis politiques, des organisations de la société civile, des pouvoirs publics et même au-delà. Nous estimons qu'il est de notre devoir de tout celui qui veut que la Mauritanie devienne cet État unitaire où toutes les communautés vivent ensemble dans le respect et la dignité, de travailler à résoudre dans le calme, la tolérance et la sérénité ce problème. C'est dans ce contexte que le MOP, fidèle à ses principes, a voulu agir, proposer des solutions avec tous les partenaires de bonne volonté. Au nom du MOP, je vous souhaite une agréable et instructive après-midi en compagnie de nos conférenciers. Oui, pour terminer, je rappelle juste que la conférence a été organisée pour discuter sereinement et calmement, et que bien évidemment, discuter de l'identité ne veut pas dire tenir des propos blessants et sectaires. Je vous remercie. Merci Souleymane. Bon, permettez-moi quand même de présenter des excuses du MAP pour une petite désorganisation qu'on a eue au dernier moment par rapport à la participation de Will Siré, qui était chargé au préalable de discuter sur la question de l'esclavage en Mauritanie, mais qui pour des raisons d'ordre privé ne pourra pas être là aujourd'hui. Pour pallier à cette situation, on a fait appel à Binamoul Abid, qui est de passage à Paris, donc il interviendra sur la question au dernier moment. Maintenant, pour revenir à la conférence telle que nous l'avons définie, comme vous le savez tous, la question identitaire en Mauritanie occupe une place particulière. Et c'est pourquoi on a voulu associer à cette journée des hommes de science, comme l'a bien dit Souleymane. Maintenant,
traiter de la question identitaire en Mauritanie, c'est tenter de manière apaisée de faire cette rencontre des cultures, des groupes, des mondes qui certes échangent, partagent, mais pas assez, hélas. On peut en effet regretter que ces mondes, ces groupes et ces cultures, durant ces 40 dernières années, ne se soient regardés qu'au travers des stéréotypes, des représentations fausses, ou disons même trop caricaturées. Les manipulations politiciennes sont en grande partie responsables de ce fait. Ainsi, nous avons voulu vous convier aujourd'hui à cette rencontre pour tenter avec vous de sortir de ces manipulations et regarder l'identité mauritanienne, ou plus exactement les identités mauritaniennes, avec un regard neutre, c'est-à-dire le regard scientifique. Ce regard nous permettra de comprendre pourquoi l'identité pose autant de problèmes en Mauritanie. C'est ce qui peut-être permettra de sortir d'un débat qui nous fait plus de mal que de bien. Pour nous éclairer, nous recevons par ordre de passage Abdeloudi Doulcheikh, professeur d'anthropologie et de sociologie à l'Université de Metz. Nous le remercions chaleureusement d'avoir accepté de s'être déplacé pour participer à l'animation de la conférence. Et en deuxième, nous avons ici Grégory Giraud, qui est chercheur sur des questions de géopolitique. C'est à travers ses recherches qu'il a pu faire la rencontre de la Mauritanie. Donc c'est ce qui lui permet d'aborder la question identitaire aujourd'hui avec beaucoup de sérénité. Donc c'est pour dire qu'au début, nous aurons une première partie qui sera consacrée par les interventions de M. Abdeloudi Doulcheikh et de Grégory Giraud. La deuxième partie sera consacrée à M. Le Gourmand, qui est professeur des universités, en particulier professeur de droit au Havre, qui se chargera de débattre sur la question constitutionnelle, donc avec tout le mérite qui lui revient. Et en dernière position, comme on l'a dit, nous aurons l'intervention de Biran pour revenir sur la question qu'on avait consacrée à Oussiré. Donc je vous remercie et donne la parole à M. Abdeloudi Doulcheikh. Merci donc au MAPROM de m'avoir convié à cette rencontre. J'ai peur que vous ayez pris un petit peu un risque, parce qu'avec des vieux comme moi, on s'expose soit à voir quelqu'un qui vous raconte sa vie, parce que je suis en quelque sorte un témoin d'une cinquantaine d'années, de ces 50 ans de la Mauritanie indépendante. Et en même temps, je suis un enseignant presque à la veille de la retraite. Donc mon propos risque d'osciller entre un bavardage de quelqu'un qui raconte ses souvenirs ou des choses qui pourraient être un peu endormantes. Je vais essayer de faire un compromis le moins endormant possible entre les deux, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc j'avais donné un intitulé que j'avais mis sous la forme « Quelques observations autour des constructions identitaires ethniques », mais je vais un peu modifier ce sujet en le mettant plutôt sous la forme de quelque chose comme le rapport entre tribu, ethnie et État, plus particulièrement dans le contexte mauritanien, mais je vais l'aborder sous un aspect relativement général au fond. J'aurais voulu commencer par une sorte de petit clin d'œil qui est lié à mes souvenirs de lecteur de journaux relativement assidus. Ça se passait, je crois, il y a une vingtaine d'années. J'avais lu dans un journal, je ne sais plus lequel, journal français, qui disait, qui rapportait, lui, les propos d'un journal zaïrois. Et ce journal zaïrois, à propos de la Belgique, disait « La tribu des Flamands est sur le point d'entrer en guerre avec celle des Wallons. Les grands sorciers des deux tribus ont promis de se rencontrer pour tenter de désamorcer la crise. » Alors, ce titre, c'est intitulé l'article dans la presse française, correspond un peu à la volonté souvent, remarquée chez les Français, de se moquer de leurs amis belges, de leurs voisins belges. Mais ça traduit surtout aussi peut-être
l'idée chez les Aïrois eux-mêmes d'une certaine volonté de retourner le stigmate tribal contre leurs anciens dominateurs. Et puisque le lecteur, comme vous le savez, ne s'attend pas vraiment à ce que les Wallons et les Flamands soient représentés comme des tribus, et au reste, la Belgique, comme vous le savez, vient de traverser l'une des plus longues crises ministérielles de l'histoire contemporaine, avec une année pratiquement sans gouvernement, et le gouvernement belge n'a pas puissamment souffert au fond de cette situation, bizarrement. Alors que malheureusement, le Zaïre, lui, dans lequel cette situation avait été repérée, a vécu l'une des guerres civiles les plus dévastatrices de la planète, avec à peu près 4 millions de morts, dit-on, jusqu'à présent, et on met cette situation sur le compte des conflits de caractère tribaux ou ethniques, comme on les appelle parfois. Avec l'absence, justement, en pointant l'absence d'une autorité de séparation de ce qu'un penseur proto-sociologue arabe qui s'appelle Ibn Khaldoun, le XIVe siècle, appelait un wazir, c'est-à-dire un séparateur, quelque chose qui sert à séparer entre des communautés qui sont en train de risquer de s'affronter. Alors tout ceci pour introduire à la difficulté de définir tribu, ethnie et le rapport avec une autorité étatique. Et vous connaissez aussi, évidemment, vous n'en avez peut-être même certes pas les plus jeunes d'entre vous, mais vous avez probablement des parents qui ont aussi directement ou indirectement souffert des affrontements que la Mauritanie a connus à partir de 1989, mais qui avaient déjà commencé à s'esquisser dans les années antérieures. Et puisque je suis aussi vieux que je vous le racontais tout à l'heure, j'ai moi-même été témoin des premiers affrontements, par exemple en 1966 au lycée de Nouakchott, où j'étais à l'époque, suite à une succession d'événements qui ont trait notamment aux réformes de l'enseignement et à l'introduction de la langue arabe dans l'enseignement. Alors, dans ce que je vais dire, tout ça c'était pour souligner un peu la difficulté, si vous voulez, qu'il y a à définir tribu, ethnie et à situer le rapport avec l'État, puisqu'il est question d'identité, donc c'est l'identité tribale et ethnique que je vais vous entretenir. Je dirais d'abord quelques mots sur ces notions de tribu et d'ethnie, et j'en viendrai dans un deuxième moment à le rapport avec l'État. Alors, donc cette anecdote que j'ai rapportée tout à l'heure, donc sur ces affaires de tribus wallonnes et flamandes, illustre en quelque sorte les soubassements hiérarchiques qui accompagnent les représentations associées pour le sens commun contemporain à ces notions de tribus et surtout dans ses rapports avec l'État. Et dans les visions évolutionnistes des sociétés humaines, celles qui inaugurent en particulier les travaux d'un anthropologue déjà ancien, fort connu, qui s'appelle Morgan, l'organisation tribale est affectée à un stade, ce que Morgan appelle, ce que l'évolutionnisme en anthropologie appelle un stade d'évolution particulier, qui est situé entre la horde, qui serait caractéristique. Ce stade est celui de la barbarie. Ça, c'est dans la classification de Morgan, parce qu'il distingue sauvagerie, barbarie et civilisation. Et donc, la tribu est associée, si vous voulez, à ce stade intermédiaire qui est celui de la barbarie. C'est un peu mieux que la sauvagerie, mais c'est pas encore tout à fait la civilisation, vous voyez. En suivant un petit peu ces affaires, parce que ça, c'est un peu ma boutique, si vous voulez, je vais vous amener un petit peu chez les anthropologues. Chez les anthropologues fonctionnalistes, donc un autre courant important dans l'histoire d'anthropologie, qui est particulièrement l'anthropologie fonctionnaliste britannique, qui est héritière des travaux d'Emile Durkheim, elle va maintenir et à certains égards accentuer cette opposition entre tribu et État. Parce que dans la société, dans le stade de la sauvagerie, si vous voulez, il n'y a pas d'État, il y a la horde, et l'État ne viendra qu'avec la période dite de la civilisation. Et Durkheim, qui réfléchissait lui-même sur les progrès de la division du travail et sur ses effets, établissait une distinction qui est certainement familière peut-être à certains d'entre vous, pour ceux qui ont tâté un petit peu de sociologie ou d'anthropologie, entre les sociétés qu'il appelle la solidarité mécanique, ou par imitation,
et qui sont caractéristiques, ce sont des sociétés au fond peu différenciées, c'est-à-dire dans lesquelles il y a peu de division du travail, parce que lui, l'objectif de sa réflexion, c'est de savoir quels sont les effets de la division du travail sur les sociétés humaines. Il dit qu'il y a des sociétés dans lesquelles il y a peu de division du travail, qu'il va appeler des sociétés à solidarité mécanique. Et il y a des sociétés dans lesquelles va se développer une division du travail plus importante, qu'il appelle les sociétés à solidarité organique, parce que dans les premières, qui sont, dit-il, des sociétés segmentaires, c'est des sociétés dans lesquelles chaque unité est extrêmement semblable à la voisine, mais elle ne fait pas des choses différentes. Et si vous allez dans un village poulard de la vallée du fleuve, ou si vous allez dans des campements morts du fin fond du Aude, vous allez avoir en quelque sorte deux duplicata de la même structure, en gros. Les gens font tous à peu près la même chose, et quel que soit le village dans lequel, ou le campement dans lequel vous allez trouver à peu près les mêmes types de structures. Alors que si vous allez dans une société où il y a une division du travail plus complexe, plus sophistiquée, vous allez avoir des formes d'organisation du travail et de solidarité qui seront nettement différentes et qui correspondraient pour Durkheim à ce qu'il appelle la solidarité organique. Qui est liée donc à une diversité des métiers, à une diversité des occupations, qui font que le degré de spécialisation avançant, les gens ont besoin d'associer des spécialités diverses, des spécialisations diverses pour constituer des unités de travail qui seraient différentes de ces clones, de ces échantillons qu'on représente à chaque fois l'un de ces villages ou de ces campements que je vous ai évoqués. Toujours pour vous balader un peu chez les anthropologues, un anthropologue britannique qui s'appelle Evans Pritchard, qui est l'auteur notamment d'une étude très classique sur les Nouers du Sud-Soudan, dont on parle parfois aujourd'hui, alors que leur pays vient juste d'être indépendant du Nord-Soudan. Il a lui-même fortement contribué, cet Evans Pritchard, à essentialiser, si vous voulez, ces distinctions entre sociétés segmentaires et sans État aux sociétés munies d'un État. Et pour lui, comme pour les travaux qu'il a inspirés, l'organisation tribale repose avant tout sur la parenté. Et plus précisément encore, sur les rapports particuliers de parenté qu'il appelle la filiation unilinéaire, et en particulier chez les Nouers, mais ça c'est la même chose dans les sociétés que vous connaissez, une filiation qui se transmet par une seule lignée de parents, dans les sociétés que nous connaissons, à l'exception peut-être un peu de la société Wolof, je ne sais pas s'il y a des Wolofs dans cette salle. Dans la société Wolof, il y a une forme de transmission de la parenté qui est peut-être bilinéaire, c'est-à-dire que les mères transmettent quelque chose et les pères transmettent quelque chose. Mais chez les Hapolare, les Soninké et les Hassanophones, la transmission de la parenté s'effectue essentiellement par la lignée paternelle. C'est ça qu'on appelle la filiation patrilinéaire. La référence à un même ancêtre, donc associée à un mode de mariage spécifique, et là aussi c'est extrêmement important, parce que cette question du mode de mariage va également distinguer, à la fois séparer ces communautés entre elles et séparer les gens au sein de la communauté. Parce que c'est, par exemple, dans la communauté hassanophone, chez les morts, moi j'emploie une terminologie parfois un petit peu archaïque, parce que c'est des gens de mon âge qui parlaient des tout-couleurs, des morts, des choses comme ça. Ça ne se fait plus tellement aujourd'hui, mais c'est comme ça, pour les gens de ma génération. Chez les morts, par exemple, on se mariait de préférence avec une femme qu'on appelle la bint al-am, ou mint al-am en hassania, c'est-à-dire la fille de votre oncle paternel, la fille du frère de mon père et la femme que je devrais idéalement épouser, si j'étais un mort standard, si vous voulez, un mort normal, c'est pas tout à fait le même. Et cette circonstance est associée à une autre chose que l'on appelle l'hypergamie féminine. C'est un terme, il ne faut pas s'en effrayer, hein, ça veut dire simplement que l'expérience que vous en avez dans ces sociétés, qui sont des sociétés à caste aussi, sont des sociétés très stratifiées, toutes les sociétés qui composent la société mauritanienne, sont des sociétés, comme vous savez, où il y avait des esclaves, des griots, des artisans, parfois des pêcheurs spécialisés, des anciens guerriers, des marabouts, hein, des gens de différents groupes comme ça. Et ces gens ne se mariaient pas forcément entre eux, et en particulier, les plus haut placés ne donnaient pas leurs filles à des gens qui sont moins haut placés qu'eux, enfin plus bas placés, plus exactement.
dans les communautés du sud de la Mauritanie, il me semble que c'est parfois un petit peu plus souple pour certains types d'alliances que dans la société maure, parce que par exemple entre les Torobé et les Sebé de la société Al-Poular, il me semble que le mariage est possible relativement fréquemment par exemple, alors que entre Hassan et Zouaya de la société maure, ceci était une chose très peu fréquente, et en même temps quand elle arrivait, elle cassait un petit peu les règles, parce que les Zouaya, c'est-à-dire les marabouts, les lettrés, pouvaient épouser les filles des guerriers, mais l'inverse était extrêmement rare. Alors que statutairement, les guerriers sont plus haut placés dans le système traditionnel maure. Les guerriers, en tout cas les hautes strates des guerriers, étaient plus importantes que les marabouts, disons, du tout venant, le tout venant maraboutique. Donc, ce système de mariage associé à la parenté unilinéaire permettait de définir des unités de proche en proche qui constituaient, plus ou moins étendues, si vous voulez, qui constituent ces segments dont parle l'anthropologie quand elle parle de société segmentaire. C'est, par exemple, chez les hassanophones, ça va de la Khaïma à ce qu'on appelle le Balton, le Fakhl, la Ashira, jusqu'à la Qabila. Vous avez chez les Poularophones, vous avez la Galée, le Légnol. Vous avez chez les Soninké, je crois qu'on parle de Ka, de Diamou et parfois de Qabila, même, qui est le même terme qu'en arabe, mais que je pense que peut-être Abdoulaye Diagana pourrait confirmer si je dis des bêtises, ou infirmer si je dis des bêtises. Donc, ces systèmes sont fondés, si vous voulez, sur ce que les anthropologues appellent des solidarités compétitives. C'est-à-dire qu'au fond, les gens sont à la fois, en tout cas les Oulad al-Am, les cousins chez les Maures, mais c'est la même chose que dans les sociétés noires de Mauritanie. Les cousins sont égaux entre eux. Ce sont des sociétés fondées d'une certaine manière sur l'égalité, mais sur l'égalité et sur la compétition. C'est moi contre mon frère, parce que je ne veux pas que mon frère soit plus important que moi, mais mon frère et moi contre nos cousins, quand il s'agit de conflits. Et nous en avons besoin d'ailleurs. On se bat entre cousins aussi pour affirmer notre supériorité. Et par exemple, dans les communautés, j'imagine, mais là aussi, si je me trompe, corrigez-moi, je pense que les enfants du même lit
La cause finale, le but ultime de la Assabiya, c'est le pouvoir. Et que ça, que ce soit dans le plus petit groupe ou dans l'Empire tout entier. Vous voyez. Alors que chez les révolutionnistes et les fonctionnalistes plus ou moins contemporains, vous avez une opposition radicale entre ce qui anime la solidarité d'une tribu et ce qui anime la solidarité dans un système étatique. Pour une Khadoul, ce n'est pas le cas. Il y a une sorte de continuité, si vous voulez, entre Assabiya de caractère tribal et Assabiya de caractère plus englobant, plus étatique. Il y a un deuxième facteur qui, lui, concerne à certains niveaux aussi la situation en Mauritanie, c'est le rôle que Ibn Khaldoun attribue à la religion dans le dépassement, la volonté de dépasser les solidarités étroites et fissiles de ces systèmes tribaux élémentaires. Il dit le pouvoir chez les tribus organisées autour de la Assabiya et particulièrement les groupes nomades, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'opposition entre nomades et sédentaires que je vous épargne, mais on pourra en reparler si vous voulez, chez cet auteur. Il dit, ces gens-là, les nomades sont des gens sauvages, frustes, agressifs, pillards, tout ce que vous voulez. Ils ont des tas de caractéristiques tout à fait négatives à ses yeux. Mais ils ont un bon fond malgré tout. Ils ne sont pas totalement nuls. Ils ne peuvent venir à bout de leur rivalité proche que si une affaire religieuse entre dans la question. Si apparaît parmi eux un prédicateur, un prophète ou une grande figure religieuse quelconque, ils peuvent momentanément accepter de renoncer à la fiscalité de leur système et s'unir pour construire quelque chose qui pourrait ressembler à une communauté éventuellement pouvant devenir un État. Et ça ramène à quelques considérations maintenant sur l'ethnie, après d'avoir passé un petit moment avec la tribu. Alors, tribu et ethnie s'inscrivent dans le fond, et en particulier pour le sens commun, dans des champs sémantiques au fond qui sont très voisins, sinon identiques. Alors l'ethnie dans l'usage courant désigne, si vous voulez, un ensemble linguistique. Je vais insister un petit peu sur la partie linguistique, mais ce n'est pas une caractéristique absolument probante, parce que vous avez par exemple Hutu et Tutsi parlaient la même langue. Les Serbes et les Croates plus proches d'ici parlaient la même langue. Donc la langue n'est pas forcément un critère discriminant fondamental dans les affaires de communautés ethniques. Mais vous avez aussi des choses culturelles. Vous avez évidemment la religion, là aussi pas discriminant, parce que par exemple en Mauritanie, vous avez tout le monde est musulman, mais les gens se s'identifient à des groupes ethniques différents. Mais à des systèmes de parenté, par contre là, c'est effectivement un petit peu, c'est un peu discriminatoire. Même si par exemple dans toutes les communautés de Mauritanie, tout le monde vous dira épouser un cousin c'est bon, ou une cousine c'est bon. Sauf que chez les poularophones par exemple, la cousine croisée matrilatérale, c'est-à-dire la fille de l'oncle maternel, n'est pas vraiment l'idéal, mais elle était considérée comme un petit peu meilleure que les autres épouses possibles. Et vous avez à peu près la même situation chez les Soninké, si je ne me trompe pas, mais on ne peut pas appeler ça des mariages préférentiels, parce que c'est des cas qui ne sont pas très répandus, si vous voulez. Et de toute façon, épouser une cousine, même parallèle, c'est-à-dire la fille de votre oncle paternel, et votre cousine parallèle patrilatérale, ça c'est encore un bon mariage, y compris chez les poularophones et chez les Soninké, comme chez les Maures. Donc là, c'est pas non plus très discriminant le système de parenté. Par contre, les règles de conduite sociale, autres, c'est-à-dire la pudeur, ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment se comporter en présence de personnes âgées, etc., ça c'est des choses qui peuvent être des facteurs discriminants. De même que les autres éléments de la conduite les autres éléments de conduite culturelle, comme par exemple le vêtement, l'alimentation, la façon de se maquiller ou de se rendre beau, toutes ces choses-là peuvent être aussi des facteurs discriminants, parce que par exemple, traditionnellement, la coiffure maure et la coiffure alpulaar n'étaient pas les mêmes. Les gens ne mangeaient pas tous du lakiri, hako, ils mangeaient plutôt du couscous à je ne sais pas quoi le soir au lieu de viande. Maintenant, tout le monde mange du riz au poisson, voire du McDo quand il a les moyens dans la ville. Mais enfin, vous aviez comme ça des facteurs discriminants sur la partie, les vêtements, etc., la musique, même s'il y a là aussi des facteurs qui ne sont pas intégralement discriminants, mais enfin, il y a quelque chose qui fait un petit peu des différences. Et donc, ces facteurs-là aussi sont à prendre en considération. Alors l'ethnie, dans ce contexte-là, apparaît quand même comme une chose qui connote une idée d'arriération par rapport à la notion d'État, et en particulier elle apparaît comme, dans l'opposition à la nation, elle apparaît comme une sorte d'infranation, une nation à laquelle il manque quelque chose, et en particulier à laquelle il manque un État. C'est une des rares
si vous voulez, des différences que l'on peut éventuellement observer entre nations et États. Mais elle peut aussi mobiliser un certain nombre de traits physiques plus ou moins visibles, correspondant à des choses que l'on définit parfois comme des phénotypes. Et vous avez dans ce contexte-là, par exemple dans le contexte mauritanien, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont plus ou moins noirs, et que vous avez des classements de type les noirs, les morts, les blancs, les noirs, les négro-africains ou les négro-mauritaniens, tout ça définissant parfois des classements à base, disons, mélanisés, à base fondée sur la couleur, bien que ce critère soit en réalité un critère lui aussi éminemment discutable, parce que même s'il y a des stéréotypes raciaux et racistes fondés sur la couleur, vous avez la société Maure, par exemple, que je connais la moins mal de toutes ces sociétés. C'est une société qui est une sorte de kaléidoscope chromatique extrêmement varié, et dans laquelle les groupes, parfois les plus hauts, statutairement parlant, ne sont pas plus clairs que ceux qui sont censés être au-dessous d'eux, hein, si vous voulez. Et donc, ce critère de la couleur lui-même est un critère qui est à prendre avec des précautions. Même si, globalement, dans la société Maure, à la différence des sociétés noires du sud de la Mauritanie, les esclaves étaient généralement beaucoup plus noirs que leurs maîtres. Ce qui n'est pas systématiquement et absolument le cas. Par exemple, vous avez beaucoup de Harakin, des Al-Balikalla, mais c'est un groupe limité, qui n'était pas foncièrement plus foncé que leurs anciens patrons dans certains cas. Mais quand même, les stéréotypes de couleur peuvent aussi fonctionner et servir dans certains cas pour les classements. Alors, comme l'ont montré un certain nombre de travaux d'anthropologues, je pense ici en particulier à ceux de Frédéric Barthes et de Jean-Louis Amsel notamment, mais il n'y a pas que, la spécialisation du terme ethnie dans les classements des populations dominées a correspondu à des exigences propres aux sociétés administratives coloniales. Là, je vais essayer de nous rassembler tous contre les colonisateurs, provisoirement au moins, parce que ça nous fait du bien de dire ce sont ces salauds de colonisateurs au fond qui sont responsables de tout ça. Ils sont responsables d'une partie, pas de tout, mais ils sont responsables d'une partie. Parce qu'ils ont, d'une certaine façon, contribué à rigidifier, en Afrique en particulier, mais aussi ailleurs, des entités qui étaient auparavant, qui avaient des contours beaucoup plus flous. Et que vous aviez dans la société mauritanienne précoloniale des ébauches d'identité de ce type. Mais personnellement, ça fait quand même 35 ans à peu près que je cherche des documents sur toutes ces histoires. Je n'ai jamais rencontré, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à une confrontation ethnique, au sens où on entendrait de façon contemporaine. Quand les Tolobés de la vallée du Sénégal se sont mis à se mobiliser à la fin du XVIIIe siècle, ils souffraient, les populations sédentaires paysannes de la vallée du Sénégal souffraient des exactions et des razzias à mort, mais leur guerre n'était pas une guerre ethnique. Hein, c'était d'abord une guerre animée par des gens qui se sentaient comme des musulmans et qui défendaient un objectif qui était fondé principalement sur l'islam. Ils en voulaient à ce qu'ils les rasiaient. Globalement, c'était des Tiapatou, mais c'était pas une guerre anti-Tiapatou, si vous voulez, globalement, je crois, en tout cas d'après ce que j'ai vu comme documentation. Et c'est une affaire qui était à la fois plus complexe et plus simple que ce que l'on va trouver de façon contemporaine sur les identités agressives et qui vont prendre un tour ethnique du type contemporain que nous allons voir. Et je crois que ça, c'est lié à la question des frontières. Ça, vous le trouverez par exemple dans le bouquin de Frédéric Barthes que je vous évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Ethnic Groups and Boundaries, mais qui a été traduit en français, vous le trouverez traduit. Bien que, bon, il n'y a pas de bonnes frontières ethniques de toute façon, mais les frontières permettent aussi aux ethnies de tenter de subsister, de se développer et de se chercher des identités, parce que c'est elles qui leur donnent une sorte de carburant, si vous voulez. Et en même temps, vous avez aussi des diasporas. Par exemple, si vous prenez le monde qui parle le Peul, c'est un des mondes les plus éclatés de toute l'histoire de l'Afrique, parce que ça commence à l'Atlantique et puis ça finit du côté du Soudan maintenant, presque jusqu'à la mer Rouge, hein, en passant par le Nigeria, évidemment, le nord du Nigeria, Sokoto, mais aussi l'Adamawa dans le Cameroun, mais aussi une partie du sud du Tchad. Vous avez une zone extrêmement vaste géographiquement qui s'étend depuis l'Atlantique jusqu'à la limite sud du Soudan. Donc, quelqu'un qui voudrait rassembler tous les peuples de la Terre, il a du travail, hein. C'est pas une affaire. Donc la frontière, ethnie, bon, c'est une affaire qui. Mais la colonisation s'est quand même servie de ces identités parce qu'elle avait besoin d'abord d'administrer, hein, ça c'est bon.
Et elle va instituer un certain nombre de choses qui vont être des facteurs pour figer progressivement ces identités, en tout cas les rendre de moins en moins souples. Je songe ici en particulier pour... et en même temps, la colonisation, vous savez, en Mauritanie, c'est une affaire qui a été très longue, hein, qui a commencé... La vallée du Sénégal a fini d'être occupée à partir de 1891, mais déjà entre 1857, l'arrivée de Faidherbe, et 1891, la vallée du Sénégal a été entièrement occupée. Hein. Mais le pays mort, le pays saharien de l'espace mort mauritanien, lui n'a fini d'être complètement colonisé qu'en 1932, c'est-à-dire que les derniers soubresauts, on peut même aller jusqu'en 1934 si on veut, et donc vous avez un étalement dans le temps qui a fait aussi que ce décalage a également été facteur d'un décalage dans le type d'occupation. Et par exemple, sur le plan de la scolarité, à Bogué, vous avez eu pendant, jusqu'en 1910 à peu près, entre 1891 et 1910, vous aviez deux écoles. Les deux seules écoles de Mauritanie, je crois qu'elles étaient à Bogué et Kaïli. Et c'est bien plus tard que vont commencer à exister d'autres écoles qu'on ne va pas d'ailleurs appeler des écoles, ça va être des médachas, par exemple la Boutilimite, Vedera, Attar, Kifa. Et vous allez avoir donc une différenciation dans le mode d'occupation. Et vous allez avoir, particulièrement par rapport aux pays morts, une administration qui va être au fond ajustée au système tribal. Par exemple, pour les recensements administratifs, il y avait ce qu'on appelait les ktoub, pluriel de ktab. Ktab, ça veut dire littéralement livre. Ah oui, voilà, je me dis que je finis par déborder. Un ktab, c'est un livre de recensement. Chaque groupe tribal, c'était sur des bases tribales, chaque groupe tribal était recensé et des sous-groupes tribaux à l'intérieur des groupes tribaux. Et les chefs tribaux, évidemment, bénéficiaient de ce système. On leur donnait des gardes pour aller collecter des impôts. Ils n'allaient pas les prendre chez leurs cousins les plus proches. Hein. Évidemment, ils allaient les récupérer ailleurs. Mais enfin, en gros, c'est un dispositif qui contribuait à renforcer leurs propres autorités et surtout à transformer une sorte de bocage tribal très très figé, progressivement figé, un système qui auparavant était plus souple et qui va continuer en quelque sorte à se figer de cette façon-là. Alors, puisque je ne me reste pas beaucoup de temps, je vais dépasser cette affaire d'ethnie et arriver au rapport entre tribu, ethnie et État, qui est la dernière partie de mon propos. J'espère que je vais arriver à en dire quelque chose. Alors, on peut se demander si la Mauritanie a connu une forme d'État antérieure à la colonisation. Vous savez, vous avez entendu parler du Takrour, une histoire un petit peu mythique, évoquée par certains chroniqueurs arabes, notamment Al-Bakri et l'Idrissi au XIe, XIIe siècle. Mais certains chercheurs contemporains, notamment je songe ici au travail d'Abdelrahman Ba, qui a pris notamment un certain nombre de travaux faits sur la métallurgie dans la vallée du Sénégal, notamment à partir de Sinthiou Bara, mais pas que là. Il y a un certain nombre d'endroits qui ont montré qu'il y avait des restes de métallurgie importants, associés à l'histoire des Diaogo, puis après des Mana et des Tondion. Et on a voulu essayer de trouver une filiation étatique dans cette région-là, en essayant de reconstruire l'histoire du Takour. Mais tout ça, à mon avis, c'est quand même une histoire assez mythique. Hein. On a pu parler aussi, évidemment, de l'influence de Ghana. Bon, c'est une histoire aussi partiellement mythique, mais qui a quand même une certaine consistance, elle a existé. Le Mali, on a des indications un peu plus précises sur le Mali, parce que par exemple, un voyageur qui venait de Tanger, qui s'appelle Ibn Battuta, est arrivé à Walata en 1351, au mois de mai-août exactement, et il a passé un mois à Walata, et il a dit la ville est très bien administrée par un Farba Hussein, donc un gouverneur, une sorte de préfet envoyé par l'Empire du Mali. D'ailleurs, il se plaignait qu'il ne traitait pas très bien les Blancs. Il dit ce gars-là, c'est un noir, mais il n'a pas beaucoup de considération pour les Blancs. C'est un peu curieux, bon, il n'a pas aimé ça, lui. Donc, le Mali, bon, ça avait une certaine consistance. Les formes proto-étatiques sont développées par la suite, posent beaucoup de problèmes à mon avis. C'est le Wallo, ce sont les Denyankobé de la vallée, c'est les Émirats morts, c'est l'Almalia du Fouta après les Denyankobé. Mais tout ce monde, c'était, enfin pour ce que j'en sais, mais peut-être y en a-t-il parmi vous ici qui sont bien plus informés, tout ça ne ressemblait pas véritablement à des structures étatiques charpentées,
Et c'était plutôt des choses assez fragiles, globalement. En tout cas, sans ce que l'on appelle des appareils d'État véritablement individualisés et consistants. Notamment l'instabilité, la très grande instabilité que ces régimes ont connue. Elle est assez documentée, par exemple, elle est assez documentée pour les Deniankobé, notamment à l'époque où ce que l'on appelle les Oromankobé sont intervenus dans la région. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez, vous avez entendu sous la forme de, un petit peu, là aussi, à moitié épique, à moitié mythique, les histoires entre Sambagela Diodieri et Konko Boubou Moussa dans les années 1720-1740. Ce sont aussi les choses qui vont arriver dans l'Almabia du Fouta, dans les très longues bagarres qu'il va y avoir également entre la période, surtout dans les années des luttes entre Abdelbakar Khan et ses rivaux. Ces régimes vont être des régimes particulièrement fragiles, disons, et assez instables. Alors la colonisation, elle va avoir un grand rôle, à la fois, là je vais être plus mitigé que ce que je disais tout à l'heure. Moi je la qualifie souvent elle est à la fois républicaine et coloniale, la colonisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Coloniale, ça veut dire que les blancs colonisateurs étaient supérieurs à tout le monde. Mais en dessous des blancs, tout le monde était à peu près égal. Donc, en ce sens-là, elle était républicaine. Et quand moi j'ai fait là je reviens à mes souvenirs de petits vieux maintenant, quand j'étais à l'école primaire à Montélimite, moi j'appartiens à un milieu de petite aristocratie traditionnelle qui est très méprisante à l'égard de tout ce qui n'appartient pas à son milieu, un peu comme les Tolobés de la vallée. On pouvait être à l'école sur les mêmes bancs avec nos anciens esclaves. Et donc l'Institut français, lui, il se fichait complètement à la fois de notre couleur, parce que pour lui, nous étions de toute façon plus ou moins noirs tous. Et deuxièmement, ce qui l'intéressait, c'était nos valeurs scolaires, si vous voulez. Hein. Donc il était un institut républicain qui disait, voilà, ceux qui sont les plus malins sont ceux qui devraient arriver, les autres qui traitent, c'est des cancres. Blancs, noirs, ils sont cancres de toute façon, et par ailleurs, ils ne sont pas blancs, de toute façon. Hein. Donc, en ce sens-là, elle était républicaine d'une certaine manière. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, elle était aussi ethnique tribale, et elle a contribué à ossifier, à figer ces distinctions que j'évoquais tout à l'heure. Avec l'indépendance, et je serai là, je m'achemine vers le tout dernier point, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur. Ah bon, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter dans 1 minute, si vous permettez. C'est bon, tu peux continuer. Voilà. C'est la dépendance à l'égard du monde extérieur, qui est elle aussi un facteur très important et qui va contribuer à globaliser ces identités, parce que les tribus et les ethnies aujourd'hui ne sont pas des choses qui sont purement locales. Hein. Ce sont des choses qui se branchent sur des réseaux internationaux. Et vous pouvez voir un site internet des idées Goussat de la région du sud de la Sava, ou un site internet des Boguéens, ou même des Boguéens du sous-groupe des Halaïbé ou de tel autre. Bon. Et tout ça branché sur des ONG, branché sur des organismes de bienfaisance, branché sur des trucs qui vous reconstituent de l'identitaire, qui produit à la fois du local et du global dans lequel on se vit tellement qu'est-ce que véritablement une tribu et qu'est-ce qu'une ethnie et quel est le rapport de l'État avec tout ça. Excusez-moi d'avoir été long, je m'arrête. Merci Abdelvedou. Donc avant de passer aux questions-réponses, on va donner la parole à Grégory. Et merci aussi pour le mot de la fin qui s'inscrit en droite ligne de la volonté du MAP. Et sans oublier aussi, on voit ici l'intérêt des recoupements qu'il a eu à faire à travers l'intervention de Vedou, ce qui aussi nous permet de voir l'intérêt de la question. Et maintenant, je vais passer la parole au public. Donc, pour faire simple, tout celui qui sera amené à intervenir doit au moins indiquer la personne à qui elle s'adresse. Donc, on va prendre 3 à 4 questions pour leur permettre de répondre. Merci. Oui, j'ai précisé que des questions, mais pas des... Moi, ma...
Alors, tout à l'heure, on parlait le français comme la langue du colon. Et pensez-vous, monsieur le professeur, que l'arabe, à cause de laquelle il y a eu des génocides, il y a eu toutes les atrocités en Mauritanie, pensez-vous que cette langue qui est à l'origine de toutes ces atrocités peut être la langue du ciment du pays? Merci. Un ou deux intervenants. La question est par rapport à votre exposé. Si vous avez parlé de l'existence de solidarité mécanique qui puisse exister entre les différentes tribus s'il n'y a pas de menace extérieure, c'est de savoir que cette existence de solidarité mécanique a continué à survivre après l'existence de ce qu'on appelle l'État moderne en Mauritanie. Et aujourd'hui, et ce sont les freins aujourd'hui de la construction d'une nation. Vous avez parlé même de la question nationale. Maintenant, c'est de savoir comment les Mauritaniens peuvent faire aujourd'hui pour aller au-delà de ces solidarités mécaniques qui existent entre différentes ethnies, pour arriver à avoir une nation mauritanienne et construire une nouvelle nation mauritanienne. Voilà. Malheureusement, on ne pourra pas. Oui, chez Gain. Non, je ne sais pas, ça dépend de vous. Oui, vous pouvez intervenir pour votre question. Par rapport à la notion de la société patriarcale chez les Négro-Africains et chez les Berbères, à partir de quand la société négro-africaine et berbère est devenue patriarcale? C'est une question essentielle. Et quelle est l'influence, même actuelle, de l'influence de la tradition matriarcale? Parce que je réponds à ma question sur les sociétés négro-africaines et sur les sociétés berbères. Et ce n'est pas pour rien que la femme monde, par exemple, est beaucoup plus libre par rapport à beaucoup de sociétés arabes. La deuxième question que je voulais poser, quelle est la place que tu accordes au système de... excuse-moi, mais pas. Quelle est la place qui accorde au système de régulation des conflits en Afrique qui sont très polémiques? Voilà, et tu n'en as pas du tout parlé. Qu'est-ce qu'un État? Et en quoi un État est supérieur à d'autres systèmes d'organisation? Sur le concept de l'ethnie, quelle est la société de Ouassou est un exemple très parlant par rapport à la problématique coloniale de son influence. Les Ouassou, c'est des peuples d'origine. Mais aujourd'hui, ils ne parlent absolument pas Poula, et pourtant ils sont d'origine peul, et ça ne pose aucun problème de leur intégration dans la société, en tout cas malienne. J'ai tellement de questions, mais bon, je laisse aux autres. Merci. On va prendre la dernière question pour permettre à M. Abdelou Chek de répondre. Moi, je m'attendais à des propositions de solutions face au problème identitaire. Visiblement, on n'en a pas eu. Il faut savoir qu'il y a eu plein de pays qui ont été confrontés à ce problème. On a la Chine qui a choisi d'assimiler les populations du Tibet ou les Bretons. On a eu la France qui a assimilé les Bretons, les Corses, les Basques. Il y a d'autres pays face à ce problème de choisir de se séparer. On a vu la Tchécoslovaquie, peut-être la Belgique dans pas longtemps. D'autres proposent une petite autonomie pour en tout cas une partie des populations. Et je voulais savoir en fait qu'est-ce que vous proposez comme solution pour la Mauritanie, parce que le but finalement c'est d'arriver à un moment à se dire que ce problème a été atténué et n'existe plus. Bon, merci, on va permettre à Abdelou Chek de répondre. Alors merci pour ces questions qui m'obligera à tout recommencer si je voulais y répondre à toutes, mais je vous épargnerai ce vice répétita. Je commencerai par le passage de la question nationale à la question identitaire. Je crois que dans les années 70, il y avait le jargon du maoïsme qui était encore... Je dis ça, je suis un peu un ancien compagnon de route de ces gens-là, hein, mais disons sympathisant sceptique. C'est-à-dire qu'on traitait ces problèmes en disant il y a
il y a le chauvinisme dominant et puis il y a le chauvinisme étroit, enfin, cette manière de voir la question nationale dans le contexte d'une affaire qu'on voyait comme une affaire de classe transformée en affaire identitaire, et maintenant elle est effectivement passée identitaire. On a oublié d'une certaine façon la composante de classe. Et en passant, je dirais moi que ça me paraît plus complexe effectivement que la manière dont Staline résolvait la question, parce que malgré tout, et je dis ça en étant moi-même, j'ai une assez profonde aversion pour le racisme personnellement, mais je pense que ça n'arrange pas grand monde. Mais ce que je veux dire, c'est que je perçois aussi la puissance, la rémanence, la force de ces identités à partir de la couleur, très souvent. Même si ça comporte une très large part d'illusion, les gens croient pouvoir se regrouper quand même là-dessus, les mettre en avant, et ils n'ont pas complètement tort, parce qu'ils seront aussi massacrés sur cette base-là. Il y a un effet, en quelque sorte, d'assignation, même si vous n'en voulez pas, si vous êtes dans la rue et que vous êtes arabe ou noir en France, vous avez une présomption que vous êtes comme ça. Même si vous n'êtes rien du tout pour vous-même, mais vous allez être assimilé ou identifié comme tel. Et donc en Mauritanie, pareil. C'est-à-dire que votre faciès, votre allure, etc., va contribuer malheureusement à vous donner a priori une certaine forme d'identité. Et c'est là que... Bon, ce qui est plus dangereux et peut-être sur lequel on peut agir, c'est l'ethnicité. Parce que ça, c'est la perception subjective qui maintenant on met plus en avant dans l'analyse de ces phénomènes. Et je crois qu'en particulier les faiseurs d'opinion, les partis politiques, les leaders, etc., eux, ils doivent être attentifs peut-être à ne pas trop construire sur ces trucs-là des choses qui poussent les gens à s'affronter entre eux. Et ça, c'est le rôle plutôt des politiques, je dirais, que des observateurs un petit peu naïfs et lointains, comme les vieux exilés comme moi. Bon, pour ce qui est de la langue arabe, c'est aussi une question assez compliquée, et dont l'histoire, si on la regardait de près, dans l'exposé des faits, là, vous n'avez pas fait mention de la sécheresse très forte des années 70, et de la sédentarisation massive de la population morte en particulier, qui était constituée de nomades lointains qui n'avaient pas tellement de rapport avec les villes et le monde des villes, ni avec l'agriculture, principalement, disons, en tant qu'activité. Et je pense que ça, c'est un facteur qui a contribué à bouleverser les rapports de force, les rapports de perception de l'espace, de la recherche d'emploi, les rapports à l'appareil d'État, etc. Maintenant, si on regarde historiquement l'histoire de cette langue, j'avais ici dans un texte des citations de Francis de Chassé, qui montre en particulier que, vous savez, je disais tout à l'heure entre les Poularofons et les Wolofs. Les Poularofons sont des gens qui étaient extrêmement fiers de leur patrimoine arabe, arabo-musulman, parce que vous ne pouvez pas faire votre prière sans l'arabe, si vous êtes musulman. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Enfin, les Turcs s'y sont essayés un peu, d'autres ont essayé. On peut aussi rejeter l'islam en disant c'est de la culturation, c'est de la colonisation avant la colonisation, etc. Mais ça, ce n'est pas, je crois, le sentiment traditionnel historique de ceux qui ont fait la révolution Torobé ou des Torodo au XVIIIe siècle. Ce sont des gens qui s'identifiaient très profondément à l'islam et qui ont un patrimoine musulman écrit en arabe qui était important. Et vous avez même des groupes, ce qui est assez bizarre, c'est pas très reconnu chez les gens du sud de la Mauritanie. Vous avez par exemple un des lettrés les plus anciens et les plus importants de la région de Mederra, qui s'appelle Etfara Min Nahnaoul Moudi Malik, Dieng, de son centre, Wolof. C'est un volume qui appartenait à la société Wolof, mais qui a été incorporé, lui et son lignage et sa famille, à l'une des tribus les plus lettrées de la société Wolof, qui s'appelle Oulad Deyman. C'est les gens qui ont donné naissance au moment de la Saoudite. Et lui, Etfara, c'est El Feki aussi, sans doute. El Feki, chez les Poularofons, c'est un peu sans doute le même terme. Ce bonhomme était le maître des principaux savants du XVIIIe siècle sahariens de l'ouest, du sud-ouest, notamment Mohamed El Deymani, le premier témoin important sur la guerre de Charles Böckler, celle du XVIIe siècle. Et vous avez une interpénétration sur cette histoire de langue, et en particulier de langue et de culture arabo-musulmane qui n'était pas négligeable. Et vous aviez des échanges très importants là-dessus, à l'époque avant la colonisation. Dans les années 50, vous aviez un mouvement animé notamment par Senghor et un certain nombre de partis politiques africains indépendantistes qui disaient « Pourquoi est-ce que les Maures ont le droit d'enseigner l'arabe à leurs enfants et nous pas ?» Et eux, ils militaient pour que l'arabe soit enseigné aux enfants musulmans noirs de la vallée du Sénégal et d'ailleurs en Afrique francophone,
parce que ce sont des musulmans. Et ils ont le droit à l'enseignement, penser ces leaders-là, à l'enseignement en langue arabe. Maintenant, je crois que ce qui avait été dit tout à l'heure sur l'usage hégémonique de cette langue, dans le contexte des ethnicités perçues post-coloniales et avec les divisions qui ont été créées par les États, c'est-à-dire que l'enjeu étant devenu l'appareil d'État, c'est là que le problème, si vous voulez, est devenu un problème d'emploi, un problème de recherche de notoriété, un problème de revenus, un problème d'accès à l'appareil d'État en tant que quelque chose qu'il faut contrôler et pour lequel la langue est un phénomène extrêmement important. Effectivement, exclure des gens, ce que par exemple on dit, je crois que Jeter Walata, qui a écrit Boy, comment il s'appelle, Boy Alassane, il explique très bien que le coup d'État de 87, il dit nous avons essayé des officiers, nous ne sommes pas arrivés parce que les concours étaient barrés par le coefficient d'arabe. Et donc, dans ce contexte-là, ça devient une question, ça devient un moyen de sélection, un moyen de discrimination, un moyen d'élimination. Et dans ce contexte-là, ça devient un moyen, effectivement, un moyen racial, un moyen d'exclusion. Mais ça n'empêche pas du tout, à mon avis, que historiquement, pardon. Les sociétés arabes s'écrivaient en arabe. Oui. Mais quand maintenant le pouvoir a instrumentalisé l'arabe et que l'arabe est devenu une langue de discrimination, et que là maintenant, on a des cadres arabes ont été discriminés, on amène un jeune mot qui ne sait pas le hassania et on le met au-dessus, et c'est de là qu'est venu le rejet total. Comme avait dit Bachekoma, si vous voulez, dans les temps, si vous voulez haïr le communisme, envoyez vos enfants en Union soviétique. Et maintenant, si vous voulez haïr l'arabe, envoyez à Mauritanie, puisque même si vous parlez l'arabe, vous sentez que vous n'êtes pas, vous discriminez. Vous est venu le rejet total de l'arabe. Sinon, nous-mêmes, on avait peur de perdre nos cultures en faveur de l'arabe, parce que dans toutes nos sociétés, on parlait que l'arabe, on écrivait que l'arabe, et même les noms, on avait changé les Samba Demba, on commençait à donner que les noms arabes. Après, maintenant, quand il y a eu le régime, maintenant, il y a ce qu'on appelle le recul identitaire, et puis chacun a commencé à tirer sa question. Oui, mais je voudrais rappeler là quand même, je vais être un peu désagréable, aux nationalistes parmi vous peut-être, c'est que cette histoire de sécheresse de 1970, je crois que ça a été un point de rupture très important. Parce que la Mauritanie est un pays qui était très orienté vers le sud. Ça, c'est pas récent. Hein. Saint-Louis, c'est 1659. Et toute la côte sud de la Mauritanie, le contact de la Mauritanie avec le monde extérieur s'est fait par la partie sud. Et l'immense désert saharien l'a séparé de son arrière-pays maghrébin, son arrière-monde maghrébin, auquel il était culturellement très attaché par toutes sortes de fibres, parce que pour la plupart des musulmans de cette région, y compris jusqu'au Sénégal, le dernier pouvoir important auquel on pouvait se référer, c'est celui du souverain du Maroc. C'était l'Amir al-Mouminin du Maroc. Et quand vous vouliez faire le pèlerinage, ce qui était un facteur très important de statut, vous alliez là-bas, vous amenez un poème dans votre poche, vous allez chez le soir, vous dites vous êtes le chef de tous les musulmans de l'extrême Maghreb, moi je vais aller à la Mecque, il vous dit bon, allez-y, bateau, etc. Ça a marché jusqu'à ce que ces morts sahariens lointains, qui n'étaient pas tellement... Même si le pouvoir français leur a effectivement concédé l'essentiel de l'appareil d'État, en tout cas les parties supérieures de cet appareil au moment de l'indépendance, ce n'étaient pas socialement des gens qui étaient très impliqués dans la vie professionnelle, urbaine, etc., jusqu'à cette rupture de la sécheresse. Ni non plus d'ailleurs dans les affaires agricoles. Moi j'ai fait une petite enquête dans la région du Brakna. Je ne sais pas si c'est dans les années... en particulier en tout cas dans la vallée du Gorgol Blanc. Et là, j'ai vu, il y a eu cette histoire qui a donné à l'époque pas mal de querelles entre les Haratim des Taggart et leurs anciens maîtres. Lorsque les gens étaient des nomades, ils venaient réclamer une partie de leur récolte à leurs Haratim. Ils disaient, bon, tu me donnes, c'est de la sadaqa, on est amis, etc., c'est pas trop de pression. Hein. Parce que moi j'ai mes sermons, mes animaux, etc., je peux me balader. Je peux même te donner un petit peu de temps en temps un petit animal ou un truc comme ça. Il y avait des systèmes d'échange qui n'étaient pas si tranchés que ça, comme une affaire hégémonique. Mais les Maures étaient persuadés que cette terre leur appartenait, n'appartient pas à leur Haratim, parce que la terre est une propriété tribale. La tribu, c'est une affaire qui repose sur la généalogie. Les Haratim n'ont pas de généalogie, c'est le degré zéro de la généalogie. Donc, si vous voulez remonter tout ça, c'est un système un petit peu plus compliqué. Et à partir du moment où les gens se sont sédentarisés, se sont fixés, et ont commencé à réclamer une existence, par exemple pour
dans l'appareil d'État. Sur le plan professionnel, par exemple, c'est ça que je crois qui va compliquer la présence ancienne, hégémonique, relativement hégémonique des communautés noires du Sud dans l'appareil d'État, qui va alimenter, à mon avis, une certaine forme de démagogie au sein de ces communautés elles-mêmes sur leur poids démographique, dont je ne peux pas donner une estimation réelle, parce que personne ne la connaît véritablement, mais je crois qu'elle a été l'objet d'une grande manipulation aussi, sur le plan des représentations. Et c'est un brin de démagogie, disons, associé à cette hégémonie et cette force qui venait de l'arrière-pays et qui va devenir exclusive, agressive et menaçante et finir par déboucher sur cette volonté, comme qui était dit tout à l'heure, d'éradication des communautés noires de l'administration mauritanienne. Ça va effectivement arriver en 89. Mais je crois que sa genèse est une affaire plus compliquée et ce n'est pas que l'arabe qui en est responsable. Et l'arabe n'est pas une chose étrangère à la Mauritanie, ni à ces communautés noires, ni à ces communautés arabophones. Je crois que, à mon avis, c'est une erreur de penser que il est possible pour la Mauritanie de revenir en arrière sur la question d'une certaine hégémonie de la langue arabe. Je crois que ce n'est pas réaliste, de mon point de vue. Bon, ça c'est... sur le plan de... Oui, les sociétés, le patriarcat, matriarcat, etc. Pour les anthropologues, cette représentation n'est plus acceptée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne fait plus comme si les sociétés... Ça, c'est les évolutionnistes qui disaient on est passé du matriarcat au patriarcat. Les anthropologues considèrent que c'est une vision trop schématique. C'est vrai qu'il y a des traces de quelque chose qui passe par... une certaine forme de présence des femmes dans le système, par exemple, saharien, Bor en particulier. Vous avez ce voyageur tangérois dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Ibn Battuta. Il était scandalisé par le comportement des femmes de Walata. Parce que quand il est arrivé là, il a été invité par le type qui était le guide de sa caravane. Et le type était assis sur une khatta, on dit en Walata, c'est lit un peu surélevé à cause des inondations qui arrivent. Et sur le lit était assise une femme et avec elle un homme. Et Ibn Battuta dit à son hôte, qui est cette femme? Il lui dit, c'est ma femme. Et le monsieur qui est assis à côté d'elle, il lui dit, c'est qui? Il lui dit, c'est un ami à moi. Et Ibn Battuta s'est scandalisé, il dit, comment toi qui as vécu chez nous, qui sais comment sont les musulmans, tu acceptes que ta femme soit assise à côté d'un homme, comme ça, un visiteur, etc. Et il a dit, il a reconnu lui-même dans son écrit, comme d'autres ont reconnu que la transmission de l'héritage se faisait effectivement en partie par le biais des femmes, par le biais de l'oncle, ou plutôt du neveu utérin, et non pas chez les enfants directement du père. Donc il y avait effectivement des traces de quelque chose qui était... Les anthropologues parleraient plutôt d'une filiation bilinéaire, ou d'une trace de bi... Voilà. Voilà. Non, mais je dis anthropologue parce que ça engage à des questions de théorie plus compliquées qui ont trait à une question beaucoup plus vaste qui s'appelle la question de l'échange, qui a fait l'objet de traités immenses, que je ne peux pas délivrer ici et les résumer parce que ce serait trop long. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas se représenter ça comme un passage historique simple d'une phase ou d'un stade qui serait le matriarcat, un stade qui s'appelle le patriarcat. C'est ça que je voudrais souligner. Alors... oui, la question des peuples du Wassonon et leur intégration à un univers qui n'est pas Peul, c'est parfaitement vrai. Comme les tribus sont des entités artificielles. Mais aujourd'hui, en Mauritanie, depuis qu'il n'y a plus justement ces pressions à la bagarre, qui était le carburant ancien de la solidarité tribale, le système est en train de se défaire. Se défaire et se reconstruire en même temps. Parce que les tribus sont des entités artificielles, sont des entités créées. Tout le monde a une fiction de généalogie, tout le monde descend du prophète ou de ses proches collaborateurs ou des membres de sa famille. Tout ça, c'est une fiction. Hein. C'est une fiction généalogique. Mais les gens sont en train de défaire ça. Parce que, par exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup de disciples d'un monsieur que je connais bien, qui s'appelle... je ne sais plus où son nom. Bon, bref. Non, je parle de Nahwi. Nahwi est quelqu'un qui appartient à une tribu, qui appartenait anciennement à une tribu qui s'appelle Darzangou. Les Darzangou ont une guerre avec une autre tribu de la région du Trarza qui s'appelle Temounans. Et ils ont pratiquement été éliminés physiquement. Ils ont été génocidés.
Pas d'ailleurs tellement du fait de la guerre, mais du fait qu'ils ont choisi une terre qui n'était pas bonne pour eux, la terre des Noirs, justement. Il y a beaucoup de moustiques, disent-ils. Les Noirs les supportent mal, prétendent-ils. Entre eux, il est resté de cette tribu que 2 familles. Une qui s'appelle Al-Nahwi, une qui s'appelle Al-Mukhtar. Les Al-Mukhtar se sont incorporés à la famille des Chersidiens, ils sont devenus un peu leurs disciples. Les Al-Nahwi sont partis chez les Iloali du sud-ouest de la Mauritanie. Et ce Cherk, chez eux, qui est devenu un personnage important, il a commencé parce qu'il n'y a plus de pression à rester dans le même groupe, il a essayé de reconstituer sa propre ancienne tribu. Il est allé jusqu'à Kifa pour trouver des éléments, il a créé un nouveau village. Il a dit, nous ne sommes pas des Iloali, nous sommes des Idarzangou. Notre ancêtre est venu avec Abu Bakr ibn Omar, il était plus ancien que vous, il est plus important, nous allons reconstituer notre groupe. Et vous avez des tas de gens aujourd'hui qui essaient de reconstituer c'est des fictions, hein, mais c'est des bonnes fictions. Parce que socialement, si vous voulez, ça marche et ça aide à vivre, ça aide à créer un parti, ça aide à... Non, pardon, pas le parti, mais ça aide à créer en tout cas les solidarités intéressantes. Dernière chose, proposition de solution. Ça, je sous-traite ça complètement à mon voisin, qui est un leader politique connu, et qui, ça, c'est des gens qui ont des solutions. Les anthropologues sont des spéculateurs dans le vide, et ils laissent la parole aux gens qui sont des politiques. Voilà. Bon, on a compris la boutade d'Abdelvedoud. Maintenant, pour continuer dans le même siècle, on va permettre aussi aux assistants d'intervenir. Pour ce qui est de Michel Gourmand, on va y revenir lors de sa partie, donc après la pause. Ce n'est pas encore la pause, ce n'est pas encore. Bon, je m'explique. Comme Abdelvedoud a voulu passer la parole à M. Le Gourmand, on a dit que ce n'est pas encore le moment, il va intervenir après la pause. Maintenant, on continue sur la première conférence. Bon, maintenant oui, on va commencer par Sidi, après Sidi, ça sera où? Moi, j'ai peut-être une question à poser au professeur Abdelvedoud Boucher et peut-être une précision en fait. Je voulais faire une précision à M. Chiro. Tout à l'heure, vous avez employé la catégorie morts, les morts, et vous avez précisé que c'était complexe, que c'était difficile, qu'il fallait effectivement faire il fallait faire attention quand on parlait de morts, parce que les morts n'ont pas tous le pouvoir. Je pense qu'ici, c'est le lieu, au contraire, de dire que les morts ne sont pas ceux qui détiennent le pouvoir. Il y a une catégorie, une élite politico-commerciale qui détient les ressources du pouvoir, et que c'est cette élite-là qu'il faut effectivement dénoncer. Il ne faut pas céder à la tentation, aux facilités, parce qu'effectivement, quand on dit mort et noir, on oppose systématiquement mort et noir. Or, en Mauritanie, il n'y a pas de confrontation entre mort et noir. Il y a une domination d'une élite commerciale qui détient fermement les ressources du pouvoir. Et ça, il faut le réaffirmer. Je pense que ça, il ne faut pas céder à ça. Concernant Abdelvedoud Boucher, pour l'intervention, merci pour cette intervention, elle était très, très claire. On en vient ici au problème de la question des solutions. Vous avez un peu sous-traité, permis aux politiques d'en parler. Ils sont mieux placés, mais on sait que les politiques également... Les politiques, oui. Les politiques ont une façon de traiter la question identitaire qui, en général, est plus conflictuelle qu'autre chose. Vous l'avez dit, Frédéric Barthes a dit que les identités n'étaient pas closes. Il y avait des échanges entre identités, qu'on ne peut pas parler d'identité au singulier, mais plutôt d'identité au pluriel. Est-ce qu'il n'est pas aussi du ressort des intellectuels, des anthropologues, de prendre part au débat public? Parce que finalement, être dans ce repli, c'est un peu, c'est lié aussi à la facilité, parce qu'on laisse le champ libre à des politiques qui sont parfois très moyennement scrupuleux, et qui, ça pose un problème. Donc, je pense qu'ici, il faut quand même que les intellectuels jouent le rôle, participent au débat, comme les intellectuels français, américains, occidentaux participent au débat public, et c'est important. Il ne faut pas que les intellectuels aussi laissent le champ libre à ces partis politiques-là. Je parle certains partis politiques qui sont très moyennement scrupuleux. Merci. Merci. Avant vous, je passe la parole à Diaye. Merci. Sidi Diaye,
Mohamed Abba Oussine Djilani, qui est là de l'équipe de Kassataïa, me demande de te recruter. J'ai vu que j'essaie depuis 2 ans et je n'y arrive pas. Ça, c'est une déclaration d'amour de tout le monde. Alors, par rapport à ce qu'Abdouloudou Cheikh a dit au sujet de l'éducation ou de la place de la langue arabe en Mauritanie, j'aurais été heureux, puisque vous demandez notre présence chez Abdoulaye Jagana, chercheur aussi en géographie politique, qui a été d'ailleurs un peu massacré par Abdouloudou Cheikh il y a quelques mois. Encensé. Oh. Voilà. Donc, j'aurais aimé qu'on évoque un peu la place de l'arabe dans le système éducatif mauritanien aujourd'hui, notamment ce sujet qui a été relancé il n'y a pas longtemps par le porte-parole de Conscience et Résistance concernant les élèves, les fils on va dire, les hauts responsables de l'État, qui sont envoyés dans des écoles où on étudie le français et où on étudie en langue française, l'école française notamment, les enfants de Mamadou Abdelaziz, les enfants du Premier ministre, du ministre enfin quasiment la crème du gouvernement qui envoie donc ses enfants dans des écoles françaises, alors qu'en même temps, ils demandent aux enfants des Mauritaniens lambda d'envoyer les leurs dans des écoles publiques où l'arabe est proposé comme étant la langue qu'il faut conserver comme ciment de l'identité mauritanienne. Vous semblez penser que la place de l'arabe ne peut pas reculer. Comment est-ce qu'on peut faire ce mix-là? Comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre ce besoin de faire de l'arabe une langue qui cimente l'identité mauritanienne et la pratique, la réalité, le réalisme, la réelle politique qui pousse ces acteurs politiques-là à envoyer les leurs quand ils ont des moyens dans des écoles où on promet un avenir meilleur. Je crois que ça aurait pu être un sujet de discussion très important, notamment sur la façon dont l'identité mauritanienne est en train de se construire aujourd'hui. Je rejoins aussi un peu ce que Al-Hussein a dit par rapport au rejet de la langue arabe en Mauritanie. Ce n'est pas parce que les négro-africains n'y adhèrent pas, c'est juste un réflexe humain, parce qu'on a essayé d'imposer quelque chose et l'amour-propre a fait que le goût de la liberté a refusé qu'on nous impose une langue. Et je connais beaucoup de générations d'intellectuels ou d'instruits négro-mauritaniens qui regrettent aujourd'hui de ne pas savoir parler arabe, et j'en suis. S'agissant maintenant de l'intervention de M. Grégory Giraud, vous avez dit qu'il devrait, ou en tout cas il y a une espèce de solidarité, que la ligne de faille pour vous, elle n'est pas raciale en Mauritanie, que les pauvres, enfin, elle peut avoir une lecture, on va dire, économique ou sociale. Je suis vraiment malheureux et dévasté de constater qu'en Mauritanie, malheureusement, on n'a pas cette solidarité des pauvres, cette solidarité des exclus en Mauritanie. Le gouvernement le régime de Ould Abdelaziz, vous dites qu'il est menacé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations en Mauritanie aujourd'hui, mais le drame, c'est de constater qu'il n'y a pas de passerelle entre ces manifestants-là. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents, mais dès lors qu'on commence à constater qu'il y a un groupe ethnique ou un groupe racial qui en demande un peu plus, même les autres qui s'opposent au régime refusent de faire alliance, parce qu'ils tiennent à marquer leur différence, à montrer qu'ils sont en train de se battre pour autre chose, mais qu'ils ne sont pas forcément prêts à établir ce pont-là entre les autres qui ne sont pas de leur race et ce qu'eux sont en train de demander. Donc, je reste profondément convaincu, d'après ce que moi j'ai remarqué sur la scène mauritanienne, que la ligne raciale, si elle n'est pas la principale en Mauritanie, elle est extrêmement importante. Je crois que même l'UFP, qui est l'héritière du MND, dont l'éminent représentant est là, Gourmont, a un peu évolué par rapport aussi à cette question-là. Avant, c'était peut-être des raisons économiques ou de classe, c'était plus de conflits de classe qui pouvaient expliquer ces divergences qui marquaient la scène politique mauritanienne, mais on voit depuis un certain temps qu'on évolue, on reconnaît, on insiste, même si vous le faisiez avant, mais vous le faites plus aujourd'hui, vous insistez sur vraiment ces discriminations raciales qui traversent la société mauritanienne. Et c'est un point extrêmement important, d'autant que les cadres de l'UFP sont quand même
connu pour être de ceux qui réfléchissent de façon très approfondie sur la scène politique, enfin, ou sur la société mauritanienne. Voilà, merci monsieur, enfin, monsieur l'auditoire. Moi aussi, je voulais donc poser une question à Abdoulaye. Il a parlé, peut-être qu'il en avait parlé avant, mais je suis dans la carte. Il a parlé qu'il y a un changement, ou en tout cas une évolution du système tribal. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, une autre chose qui est en train de se faire. Je voulais savoir vers quoi, justement, c'est quoi ces nouvelles structures qui peuvent éventuellement sont en train d'émerger. Et est-ce que justement, comme on parle de crise identitaire, est-ce que c'est quelque chose pourrait accroître justement cette question identitaire ou au contraire quelque chose qui pourrait la rendre un petit peu moins importante. Et l'autre question, depuis des ans, on parle beaucoup de changements dans beaucoup de pays, en particulier dans le monde arabe, est-ce que c'est, mais pas seulement, mais est-ce que ces questions identitaires sont un frein infranchissable pour ces questions de changement en Mauritanie en particulier, parce qu'il y a toujours des solidarités lorsqu'il s'agit de renverser un régime ou quelque chose, il y a d'autres solidarités, il y a d'autres enjeux qui rentrent en question, non pas les questions politiques, juger un régime tel quel, mais on peut le juger aussi en fonction de ses connexions tribales. Je vous remercie. Merci, monsieur. Juste sur la question de l'identité, je m'adresse aux deux conférenciers à la fois. Je veux dire quand même qu'il y a une dimension, c'est la dimension de l'histoire politique de la Mauritanie, qui n'a pas été vraiment évoquée. On aurait l'impression que la Mauritanie, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu d'évolution dans la conscience politique. Il aurait été intéressant quand même de parler un peu de l'histoire politique de la Mauritanie après les indépendances. Donc, et de voir quel a été le positionnement donc, des Mauritaniens par rapport à leur propre histoire. Bon, et effectivement, par rapport à cette question que vous avez posée, notamment concernant le fait que le véritable problème en Mauritanie, c'est le problème de développement, c'est ce que vous avez voulu dire à travers l'économique et la misère. Ce problème de développement, comment est-ce que, effectivement, les Mauritaniens se placent par rapport à ce problème? Effectivement, vous avez parlé, sans citer exactement ce terme-là, de mystification politique pour ne pas assurer cette recherche de pouvoir, effectivement, c'est quelque part une incapacité à faire face à ce problème de développement. Et ce problème de développement, effectivement, qui entraîne des rapports bien précis entre l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France, et qui également... parce que la France n'a pas certainement intérêt à ce que la Mauritanie soit un pays techniquement indépendant. Et effectivement, le problème de l'indépendance technique n'est même pas posé peut-être par les forces qui sont au pouvoir. On préfère, c'est ce que vous avez voulu dire, on préfère effectivement poser les questions à travers des problèmes de détenus ou autre chose que de faire face à cette question fondamentale qui est celle du développement. Donc, du développement et de l'indépendance technologique. C'est-à-dire tous les deux, votre exposé, et surtout particulièrement vous, très brillant certes, mais c'était une analyse comme si, une analyse d'une anthropologie quand même de notre âge. Je pense que depuis lors, la Mauritanie quand même a vu surgir d'autres consciences, d'autres demandes, et une certaine, vous avez évoqué à peine cette notion de république, mais bon, et je pense qu'il y a beaucoup de républicains ici, beaucoup de gens qui ici, effectivement, sont dans un positionnement de dépassement de tous ces particularismes-là, effectivement, et que ça aurait été intéressant de faire un peu d'historique, critique au moins, de cette espèce de conscience donc, mauritanienne depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Quoi. Et ne pas nous reléguer toujours à cette Mauritanie, je pense que M. Le Gouvernement sera bien d'accord avec moi là-dessus, ne pas nous reléguer tout simplement dans une espèce de fixisme-là, comme aurait dit Sarkozy quand il est venu dans ce discours de Dakar. Quoi. Je pense que, bon, voilà. Merci. On va permettre aux conférenciers de répondre, mais je ne sais pas qui répond en premier. Sur la question de la différenciation de la population noire et du rapport au pouvoir, oui, effectivement, c'est une élite commerciale, enfin, qui n'est pas seulement commerciale, mais qui est effectivement beaucoup liée à des enjeux commerciaux. Toutes les tribus n'ont pas le pouvoir et n'y ont pas accès, ce qui est d'ailleurs l'enjeu
de lutte politique. Et d'ailleurs, quelqu'un d'autre tout à l'heure a parlé de... je ne crois pas avoir dit que le régime était menacé, mais je pense que le régime est très fragile, et notamment sur ces questions de tribus et de concentration du pouvoir au sein d'une ou de deux tribus exclusives. Et c'est pareil, il y a à la fois... c'est-à-dire que si on voulait voir qui est-ce qui détient le pouvoir dans la société, en Mauritanie, il faudrait diviser société négro-mauritanienne mort, encore qu'on va toujours trouver des négro-mauritaniens qui participent au pouvoir à des niveaux plus ou moins élevés. Et les événements, enfin le nettoyage ethnique de 89, les bourreaux, il y a eu des bourreaux négro-mauritaniens. Je pense à un particulièrement qui aujourd'hui a un haut poste dans la gendarmerie, je crois. Ouais, tout le monde a compris de qui je voulais parler. Et voilà, donc il faudrait cloisonner, enfin diviser mais prudemment, entre population négro-mauritanienne et morts, et puis même au sein des morts entre les différentes tribus, au sein de chaque tribu, en fonction de la hiérarchie sociale. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est extrêmement compliqué, et donc effectivement, pour simplifier, j'ai des pouvoirs morts, ça aurait peut-être effectivement été l'occasion de développer aujourd'hui ce sujet-là, mais c'est un peu comme sur le rapport à l'histoire des Mauritaniens à leur histoire. Je maîtrise pas du tout ça, enfin, c'est pas ni mon centre d'intérêt, non pas que ce soit pas intéressant, mais c'est pas là-dessus que je travaille, donc je suis vraiment incompétent pour répondre précisément sur ces questions-là. Et pour répondre à la réflexion qui était faite sur le... je ne m'attendais pas à répondre, donc du coup, tout de suite, la ligne de faille qui est socio-économique, mais vous disiez il n'y a pas de conscience de classe. Ben justement, c'est ça l'enjeu de la question identitaire. C'est d'empêcher l'émergence d'un nous commun face à un eux, nous les opprimés, eux les oppresseurs. Et moi, la question identitaire en Mauritanie, en fait, moi en tant que Français, elle m'intéresse doublement parce que je m'intéresse à la Mauritanie, mais surtout ça me renvoie en miroir à la société française. Et ça me renvoie à l'échec et à l'aveuglement de la gauche française, qui maintenant n'a plus que comme cheval de bataille la lutte pour les droits des homosexuels ou le droit de vote pour des immigrés, mais plus du tout les questions sociales et économiques. Donc on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques autour de la lutte contre le racisme d'une part, de la part de la gauche française. En Mauritanie, la lutte sur la question identitaire. Et justement, vous parliez qu'il y avait beaucoup de nombreuses mobilisations en Mauritanie, mais qu'il n'y avait pas de jonction des luttes. Moi, j'ai l'impression de loin, enfin de l'extérieur et de loin, que les mobilisations en Mauritanie sont surtout des mobilisations sur des questions identitaires, justement. Non pas à tort, heureusement, et je leur tire mon grand chapeau, qu'il y a des gens qui luttent contre l'esclavage en Mauritanie, heureusement qu'il y a des gens qui ont lancé cette dynamique autour de touche pas à la nationalité, mais ça reste que ce sont des luttes identitaires et qui ne peuvent qu'être cloisonnées, puisque on joue le jeu du pouvoir, on joue le jeu de la division. Mais en même temps, je suis bien conscient que c'est très compliqué d'arriver à sortir de ce cycle. Voilà, donc en termes sur la question tout à l'heure sur les pistes, je pense que c'est très difficile d'arriver à sortir. Je pense que c'est à chacun de se positionner, de réfléchir à ça, et dans ses positionnements individuels, et surtout d'essayer de dépasser ça. Moi, en tant que militant, je ne peux pas dire que je suis militant politique dans un parti politique en France, mais en tout cas dans mes engagements, j'essaie de ne pas perdre de vue, en France en l'occurrence, la question du racisme, la question d'exclusion communautaire également, on va dire, en France, mais que la question primordiale est d'abord une question sociale, effectivement. Et je pense que c'est la même chose en Mauritanie, mais après les solutions, moi personnellement, je suis loin d'en avoir. C'est plus des questionnements et des mises en garde. Voilà. Et si, rapidement, j'ai pas parlé de développement, parce que c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Développement, ça implique la question de modèles, et j'ai parlé de problèmes économiques et sociaux, et de misère, et pas de pauvreté d'ailleurs, de misère grandissante et pas de problème de développement. Et c'est pas tout à fait la même chose. Un développement, c'est un modèle
capitaliste libérale qui amène à notre société, et on voit aujourd'hui dans quelle impasse elle est au niveau social, politique et environnemental. Si on reprend l'histoire du concept de développement, si malheureusement. Mais bon, peu importe, c'est un débat qui n'est pas pertinent. Merci. Oui, sur la question des intellectuels et du débat public que vous avez soulevé, moi j'ai pas vraiment le sentiment qu'il y ait un champ intellectuel dans l'espace mauritanien, pour employer la terminologie des sociologues. Et il m'est arrivé une petite mésaventure que je vais vous raconter pour votre amusement, dont je suis assez fier au fond. Je me suis fait voler un exemplaire de ma thèse qui était dans un bureau situé au deuxième étage de l'Institut mauritanien de recherche scientifique où je travaillais à l'époque. Donc mon bureau a été fracturé et la seule chose qui a disparu était un exemplaire de cette thèse. Je me suis dit vraiment c'est pas mal, monter comme ça pour enlever 3 volumes à peu près illisibles et sans intérêt fondamentalement. Et 2 semaines plus tard, j'ai eu la visite de quelqu'un assez menaçant qui me disait: Monsieur, à la page 467 de votre tome 2, vous avez dit que notre tribu n'est pas chérifienne, d'une part, et deuxièmement, qu'elle a été battue par les amis de l'émir de Trarza, qui l'a obligé à payer un tribut depuis cette époque-là. Si vous ne retirez pas ça de votre thèse, vous allez avoir une visite beaucoup moins amicale que celle que je suis en train de vous faire maintenant. Et par la suite, j'ai eu des propositions de gens pour traduire en arabe ce que j'avais écrit en français. J'ai dit non, moi je n'écris pas pour avoir des bagarres généalogiques, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez, qu'il y a une très grande, un problème, si vous voulez, de champ, de champ de réflexion et d'autonomie du champ dans lequel les gens se posent un certain type de questions qui n'est pas celui du kidam de base ordinairement, mais ce champ-là, je crois qu'il n'est pas encore véritablement dégagé en Mauritanie. J'en ai fait une autre expérience aussi sur le même quand ça se prétend scientifique. J'ai dirigé donc ce petit institut de recherche pendant 1 année et demie jusqu'en 89. Et j'en ai démissionné parce que, pour diverses raisons, un peu dans le contexte de 89, notamment pour des raisons d'épuration ethnique à l'intérieur de l'établissement qui visait des tout petits employés, des petits secrétaires, des plantons, etc., que le ministère voulait absolument envoyer parce qu'ils étaient polarophones. Mais ce qui, je vous choque encore plus peut-être, une des choses qui a ajouté à ma volonté de partir de l'établissement, c'est qu'aussi, on avait réussi à faire un numéro d'une revue qui s'appelle Loisir, qui commençait à ressembler à une revue scientifique. Mais il y avait là-dedans un article qui traitait de l'esclavage, sur un mode extrêmement édulcoré, parce que c'est un article en arabe qui s'intéressait à la manière dont les fuqaha morts du 19e siècle traiter cette question. Par exemple, est-ce qu'un esclave qui a fait le ramadan, on doit le faire travailler le soir? Est-ce que, ce qu'on appelle la nafaqa en arabe, chez les fuqaha, c'est-à-dire la pension de l'esclave, à combien se monte-t-elle? Est-ce que c'est un chamelon de 3 ans ou un chamelon de 4 ans? Des trucs comme ça, des choses historiques si vous voulez. Mais c'est tombé pile au moment de la bagarre de 89, et un collaborateur bienveillant a fait savoir aux autorités que nous étions une officine qui faisait de la propagande anti-esclavagiste, et la revue a été censurée. Et c'était un truc qui avait demandé un effort très important pendant toute une année. Donc cette question, si vous voulez, du marché intellectuel reste un problème. Bon, c'est lié évidemment aux censures politiques aussi. S'agissant de l'arabe et des pauvres, la question que posait Levaï Diagana, oui, c'est une chose qu'on observe depuis très longtemps, que ces réformes successives qui ont été faites, en réalité, elles se sont faites sous la pression d'une très forte démagogie, mais pas seulement que de la démagogie, c'est-à-dire que les instituts, les gens formés en arabe, les gens qui venaient de ces mahars lointaines, qui s'accumulent et qui aujourd'hui d'ailleurs se battent à l'Isérie pour dire attention, nous on veut du boulot, on n'a peut-être que des récitations coraniques à vous proposer, mais on veut travailler avec ça. Mais c'est un monde, c'est tout un monde, hein. C'est pas des gens qui disent c'est francophone, ces gens qui ont fait des études à l'étranger, etc. Ils nous cassent les pieds, nous on veut aussi notre part de ce truc. Et les imams et tout ça leur disent mais bien sûr, c'est vous les légitimes, c'est vous les vrais, etc. Mais la bourgeoisie, effectivement, ou la structure boutique, appelez-la comme vous voulez, qui est à la tête du système,
elle pense que ça c'est rural, ça c'est bédouin, ça c'est un truc d'hier, ça c'est vraiment, ça vaut pas grand-chose, c'est pas globalisé. Il faut envoyer ses enfants à l'école contemporaine et leur apprendre à servir des derniers modèles d'Internet, etc. Pardon ? C'est la dynastisation du pouvoir. Et ça sert aussi une certaine dynastisation, comme vous disiez, du pouvoir, sans doute. Mais en tout cas, ça sert aussi à affermir en tout cas les séparations de classe sur des bases qui sont celles de la fortune et de la richesse, parce qu'on a cassé pour des raisons moitié démagogiques, moitié imposées. C'est-à-dire que moi, je crois que l'arabisation n'est pas une affaire purement démagogique. Elle est en partie démagogique, mais elle est en bonne partie imposée par le corps de la société aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui est tombée du ciel. Ce n'est pas Mouawiya qui a voulu individuellement, ou Urtar Dada avant lui qui a voulu individuellement impulser l'arabisation. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Ce qui est de la révolution du système tribal que vous posiez tout à l'heure, moi je parle d'une sorte de dommage collatéral des politiques de libéralisation de la Banque mondiale qui, dans le champ de la tribu, ont imposé une sorte de libéralisation du marché de la généalogie, si vous voulez. Avant, vous aviez un certain nombre de gens qui se rattachaient à des tas de trucs qui étaient à peu près fixés, connus, etc. Et avec la sédentarisation et l'urbanisation, les gens ont eu peur de perdre leurs racines et de se dire où est-ce qu'on vient, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que cette ville de Nouakchott qui fait 1 million de personnes anonymes. Et il y a eu un espèce d'affolement, si vous voulez, du système généalogique, mais qui a tourné à la parcellisation et à l'éclatement aussi des anciennes unités et à la recomposition de nouvelles unités. Mais ça, c'est vieux. Le système tribal humain a toujours fonctionné comme ça. C'est un système qui éclate et qui regroupe. Quand une tribu s'agrandit, elle éclate et elle fait de nouveaux regroupements. Le problème, c'est que les nouveaux regroupements vont probablement aider à la fois à casser et à faire perdurer le système. Donc on ne sait pas très bien vers quel destin ça les pousse. Pour l'instant, je ne peux pas avoir de pronostic définitif là-dessus. Et pour ce qui est de l'histoire politique de la Mauritanie, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai souvent coutume de dire, en plaisantant un petit peu, que je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le 19e siècle à peu près, enfin, en gros. Mais c'est une blague, parce que moi, j'ai un peu plus de 60 ans, donc je suis un vieux, comme je vous le disais, et j'étais étudiant dans les années 60. Donc je sais à peu près ce qui s'est passé depuis l'indépendance, depuis les années 1960. Je sais comment ça a été dans une division raciale assez importante jusqu'à particulier aux alentours de 66, et comment, par exemple, les étudiants ont commencé à s'unifier, comment... Moi, j'étais étudiant à Dakar pendant 3 mois, nous avons été tous expulsés de l'université de Dakar parce que nous étions une association d'étudiants africains, dirigée par un Guinéen. Nous avons été expulsés avec interdiction de revenir au Sénégal. Nous avons fait, après l'unification, tous les étudiants après 1969-70, je suis reparti comme tous les étudiants en Mauritanie, par exemple pendant 1 année, pour faire de l'agitation, pour obtenir ces mesures que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire nationalisation du FERMA, création d'une monnaie nationale, sortie de la zone franc, enfin un certain nombre de choses qui voulaient affirmer l'existence d'une Mauritanie unie existante. Hein. Et la première génération, on peut critiquer Mortar Oudada sur tous les plans. Je faisais partie des gens qui faisaient aussi ce type de critique, mais je crois qu'il y a eu quand même quelques efforts pour tenter effectivement d'affirmer que quelque chose comme une idée de Mauritanie pouvait commencer à faire son chemin. Et vous avez raison de dire que on ne doit pas oublier ça, même si la conjoncture ultérieure a malheureusement poussé à mettre en avant ces facteurs de division ethnico-raciaux qui deviennent un poison extrêmement puissant, notamment depuis 1989. Je crois que je vais m'arrêter là parce que moi je vais trop... Bon, à présent, on va marquer une petite pause de 20 minutes avant de revenir sur la deuxième partie de notre journée.